l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro principal, Hugues Gonneau avec moi cette semaine. Bonjour. Antoine est au Salon Autosport de Québec pour le week-end. Ça se déroule tout le week-end dans la capitale nationale, évidemment. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour le podcast. On a quand même une bonne émission pour vous. On va avoir un bloc d'actualité en premier. Puis après ça, on va recevoir Pierre-Henri de l'Atelier Branché pour parler un peu d'un article qui est paru sur le site du Journal de Montréal d'une automobiliste qui a acheté une Chevrolet Volt 2017 avec une batterie morte. Alors, on voulait parler avec Pierre-Henri pour savoir si c'est quelque chose qui se passe souvent parce que ce sont des questions qui reviennent continuellement. Oui. Sur le site du Guide de l'auto, comment acheter un véhicule hybride, acheter un véhicule électrique, est-ce que les batteries vont durer? Et puis, impressionnamment, ça arrive pas si souvent que ça, mais quand ça arrive, il y a une explication technique avec ça. Donc, Pierre va nous parler de ça. Évidemment, il va nous parler aussi de qu'est-ce qu'il faut faire pour vérifier un véhicule électrique, un véhicule hybride. Moi, si j'achète un véhicule de 2017, par exemple, un Chevrolet Silverado, je vais faire un test de compression sur le moteur. On a ces réflexes-là avec des véhicules à moteur thermique, mais avec des véhicules hybrides et électriques, c'est tout nouveau. Puis il y a des tests qui viennent avec ça pour être capable de vérifier la santé de votre véhicule électrifié ou électrique. Donc, sans plus tarder, on va parler par une petite nouvelle. On va commencer par une petite nouvelle de Stellantis aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle que j'aime vraiment, que je trouve qui est quand même particulière. On a déjà présenté l'an dernier un concept de Pacifica, de mini-fourgonnette Pacifica hors route. Alors, avec tout l'engouement autour des utilitaires à vocation un petit peu plus aventure, un petit peu plus extrême, qui sont réellement plus cosmétiques que d'autres choses dans la majorité des cas, dans tous les cas. Et qui ne verront dans la réalité jamais les... Exactement. Chez Chrysler, on s'est dit, avec l'augmentation des ventes de mini-fourgonnettes, avec le fait qu'on a besoin de rentrer des sous dans nos coffres, pourquoi on sortirait pas une Pacifica axé sur le hors-route, ou du moins avec un look hors-route. Et puis, on avait vu, ça s'appelait le concept Grizzly Peak. On le voit à l'image pour ceux qui nous regardent en visio aujourd'hui. Grizzly Peak venait avec, des pneus, des petits équipements ici et là, un rack sur le toit pour des traction aids, des pneus supplémentaires, etc., mais aussi pour du cargo. Il y avait même un auvent qui faisait partie de ce concept-là. Ça avait été dévoilé au Salon de l'Auto de New York. Là, ça a l'air que selon des sources chez Mopar Insiders, on cite souvent ce site-là, Mopar Insiders, mais le nom le décrit quand même. Oui. Ils ont quand même des contacts insiders dans la compagnie, dans le grand cercle de Stellantis. Et puis, ça a l'air que ça pourrait aller en production prochainement. Et écoute, pourquoi pas? Je veux dire... Moi, j'aime bien l'idée. Déjà, de toute façon... On l'a dit, les véhicules hors route vont aller assez rarement vraiment faire du vrai hors route. C'est vrai. Si c'est pour se rendre au chalet, n'importe quelle voiture peut le faire. On n'a pas besoin d'avoir des équipements de fou. Mais le marché, il est là. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas une mauvaise idée parce que soit, certes, tu veux du hors-route, le char, il va se démarquer. Je veux dire, dans ton quartier, quand tu vas arriver avec une mini-fourgonnette 4x4... À la pratique de soccer, c'est... À la pratique de soccer, là, tout le monde va capoter. Donc déjà, là, Stellantis, pour une fois, tu dis Stellantis, là, ils ont peut-être un petit filon qui est intéressant. S'ils font ça, ils sont les seuls sur le marché. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et en plus, les coûts de développement, c'est des cacahuètes. Parce que il n'y a pas gros changement en termes d'outillage. Et ils vont pouvoir te vendre ça beaucoup plus cher. Ouais. Et faire quelque chose qui arrive assez rarement chez Stellantis en ce moment, du profit. Là, on a vu des images du Grizzly Peak, mais ça va être la Pacifica qui a été remaniée là, parce qu'elle a une nouvelle devanture. On a une photo, je pense, de la nouvelle Pacifica qui a été dévoilée là, en fait, avec une nouvelle devanture. Alors, ça serait probablement cette nouvelle devanture-là avec un look plus hors route, assemblé en Ontario, évidemment. Donc, assez intéressant aussi pour nous. Puis, on dit souvent que
la mini-fourgonnette, elle est plus utilitaire qu'un utilitaire. Donc, on a plus d'espace, de la place pour une feuille de plywood dedans, évidemment. des outils, etc. Évidemment. Donc, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'on ait cette rumeur-là, évidemment pas confirmée, mais Non. ça, on a présenté un mais concept. Mais franchement, je pense que s'il y a un marché pour les véhicules vraiment, on va dire extreme un petit peu en ce moment, tout le monde se garoche là-dessus. tout le monde se garoche là-dessus, mais pourquoi pas une mini-fourgonnette? Ouais. Ah non, c'est comme un coup de génie. Là. Justement, on voit cette nouvelle aventure-là avec nous en ce moment. Ça pourrait marcher. Ça pourrait fonctionner. Et les coûts de développement sont tellement ridicules que ça serait dommage qu'ils s'en privent. Pour une nouvelle un petit peu moins hors route, la nouvelle BMW série 7 2027 a été dévoilée à New York la semaine dernière. Notre collègue Dominique Boucher était sur place pour aller voir un peu les modifications. Ça a toujours l'air de la grande limousine chez BMW, mais il y a quelques petites affaires intéressantes. Du côté design, ça change pas beaucoup. Non. On regarde le véhicule. Ça reste un restylage, c'est pas une... c'est ça, un restylage, un bouclier avant complètement qui ressemble en fait à l'autre, mais assez agressif, évidemment. On parle du modèle 100% électrique. On va dire que c'est pas pour tout le monde. Hein. Ouais, non, exactement. 100% électrique, on va avoir un modèle hybride rechargeable aussi, puis on va avoir un modèle M avec la motorisation V8 qui va faire des chevaux à n'en plus finir pour tracter ce poids lourd qui est la grande limousine chez BMW. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que chez BMW, si on regarde l'habitacle du véhicule à l'intérieur, on commence à répandre l'espèce de philosophie Neue Klasse qu'on voit dans le iX3, qu'on voit dans le i3. Alors, je parle plus particulièrement, oui, de l'écran central qui est fait un peu en parallélogramme, le volant qui est celui que j'ai conduit du iX3, puis aussi cette projection-là panoramique qui est dans le bas du pare-brise, qui n'est pas un écran, mais bien une projection comme une espèce d'affichage à tête haute, mais pas trop haute, qui est dans le bas du pare-brise. Et puis ben là, ça, c'est tous des éléments qu'on a trouvés. En fait, l'habitacle est complètement Neue Klasse comparativement à la BMW de série 7 de l'année dernière sortante. Ouais. Mais maintenant, on a intégré toutes les technologies sur cette plateforme-là, qui est pas la même plateforme que la Neue Klasse, mais quand même, on nous avait averti chez BMW qu'on allait faire ça. Je trouve ça, somme toute, intéressant, à part le petit écran du côté passager, qui est quelque chose qu'on a-tu vraiment de besoin réellement? On se la demande souvent. Non, mais ça, c'est un problème de toute l'industrie. Est-ce qu'on en a besoin? Mais je veux dire, dans la série 7 actuelle, il y a même des écrans dans les portes. Ouais. Donc, est-ce qu'on en a besoin? Je veux dire... Bon, BMW avait... régler un peu ce problème-là dans le iX3, le Neue Klasse, puis la i3, en donnant accès aux passagers sur son téléphone intelligent à toute l'application pour la climatisation, pour le média, pour la navigation. Et je trouvais ça intéressant parce que je dis, on n'aura pas de deuxième écran pour le passager dans ces véhicules-là parce que le passager peut l'avoir tout sur son téléphone. Je trouvais ça magique du côté non seulement... pratique, mais du côté réparation, côté bébelle dans le tableau de bord. On va y revenir à ça, mais là, en tout cas, dans cette limousine-là, on ne peut pas mettre un deuxième écran, voire un troisième, voire un huitième, voire un 12e dans une série 7. Dans une série 7, allons, voyons. Un seul écran à l'avant, c'est pour les pauvres. Un deuxième. Et parlant d'écran, merci à la régie d'avoir mis cette photo-là parce que j'avais oublié. Ça, c'était dans le modèle sortant. On avait un espèce d'écran de cinéma de 31,3 pouces, diffusion 8K, etc. Donc, ça fait pour les passagers à l'arrière qui sont dans les sièges de type lounge, de type lazy boy, on est capable d'avoir cet écran-là qui descend littéralement du plafond, là, en fait, pour être capable de se faire une petite soirée cinéma dans la série 7. Écoute, je ne l'ai pas essayé. Je sais que j'ai des collègues là, qui avaient une série 7 sur les flottes de presse puis qui ont été capables de regarder des films en famille ou à 2 ou à 3 là, à l'arrière d'une série 7. Je trouve ça fait partie de ce que tu dis. Pourquoi pas dans ce type de segment-là, dans ce type de véhicule-là? Je pense que mais moi la question que je me pose, c'est vraiment on nous parle d'écologie et de choses comme ça. On veut que tout le monde passe à la voiture électrique. Toutes ces bébelles-là, dans 5 ans, seront en panne, irréparables. Il n'y aura pas de pièces. Il y a des études qui sortent que, en fait, maintenant, il y a des voitures, il y a des études qui sont sorties en Allemagne qui disent qu'il y a certaines voitures, parce que l'écran est tombé en panne, la voiture est irréparable. Il n'y a plus de pièces. Ouais. Et la voiture doit être
elle n'a plus aucune valeur. Fait que quand tu vois toute cette quantité de bébelles qui sont absolument pas indispensables, tu te dis dans 5 ans, la voiture, quand le premier propriétaire... Mais on vend des garanties prolongées pour ces affaires-là, puis on va les... mais on est en train de créer un problème où les voitures vont devenir absolument irréparables, simplement à cause des écrans. À cause des écrans, à cause de et on nous dit l'écologie. Dans l'écran. Il y a un truc, je comprends pas. Il y a un petit message un petit peu contradictoire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Toujours dans la série 7, on va offrir 500 couleurs dans la palette possible, et puis 700 types de garnitures et matériaux, etc. Donc, pour les gens qui se magasinent une limousine, c'est essentiel, en fait. C'est indispensable. Je veux dire, il faut classe S, etc., etc. Ça serait parfaitement choquant d'avoir la même voiture que le voisin dans le quartier. C'est quand même... Une bonne nouvelle pour l'industrie automobile du Canada, dans le sud de l'Ontario. Chez GM, on a annoncé un investissement de 690 ou 91 millions, près de 700 millions de dollars dans l'usine de moteurs de St. Catharines. On a parlé dans 2-3 émissions de ça, dans la nouvelle génération de moteurs chez General Motors, qui a pris son envol dans la nouvelle Corvette Grand Sport. Absolument. Avec le nouveau LS6, les V8. Mais là, ça va se multiplier là, parce qu'on va avoir toutes sortes de moteurs adaptés pour les camions, etc. Et cet investissement-là va faire partie ou va être une des usines qui va assembler ces moteurs-là. C'est le fun parce que, bon, justement... On avait besoin de bonnes nouvelles. On a besoin de bonnes nouvelles dans le sud de l'Ontario au niveau de l'assemblage automobile, mais aussi le fait que GM ne met pas tous ses œufs dans le même panier dans le climat actuel. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'usines, il y a plusieurs usines d'assemblage, par exemple du Silverado, 1500, 2500, 3500, dont à Oshawa, que nous, on assemble ces véhicules-là. Donc, on va être capable d'avoir accès à des moteurs ici sans nécessairement passer par les États-Unis, passer par le Mexique. Donc, quand on parlait de réorganiser ou de repenser nos chaînes d'approvisionnement pour ces véhicules-là, chez GM, on a une approche de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et d'être capable d'avoir des composantes plus près, justement, de ces chaînes d'approvisionnement. Je suis d'accord avec toi. Je pense que je ne dis pas une bêtise quand on dit que GM est un des leaders de l'électrique. Ouais. Bon, mais ils n'ont pas abandonné le développement des V8, ils n'ont pas abandonné les camions, ils n'ont pas abandonné... Donc, je pense que on offre des choses aux clients, on essaye de faire avancer les choses, mais ça reste quand même une compagnie qui est là pour faire un minimum de profit, quoi. Absolument, ouais. Puis justement, les moteurs génération actuelle vont continuer d'être assemblés jusqu'à l'avenue de ces nouveaux moteurs-là. Mais moi, j'ai absolument hâte de voir ça va être quoi les étapes, les performances et quel moteur va aller dans quel véhicule GM. Et ça a l'air que le sud de l'Ontario va faire un petit peu partie de ça. Tant mieux. Au retour de la pause, on va s'entretenir avec M. Pierre-Henry de l'Atelier Branché pour parler de batteries, véhicules hybrides et véhicules électriques. Le guide de l'auto. Hugues, on en parlait en début d'émission, les batteries des véhicules hybrides, les batteries des véhicules électriques. Sur le marché de l'occasion, c'est une question qui revient souvent au guide de l'auto. Absolument. En termes de qualité, la solidité, puis aussi... Fiabilité à long terme. Fiabilité à long terme, parce qu'on le sait qu'il y a eu de plus en plus de véhicules qui arrivent sur le marché des véhicules d'occasion avec des batteries qui ont 8 ans, 5, 8, 10, même 12 ans, là, avec les plus anciennes. Et puis, évidemment, les garanties sur ces batteries-là, elles sont échues. Et puis, comme je disais un peu au début de l'émission, on a développé des réflexes avec des véhicules à essence pour faire des tests sur les moteurs à combustion pour vérifier la qualité avant d'acheter. Mais ces réflexes-là ne sont pas nécessairement développés du côté des véhicules hybrides et du côté des véhicules électriques. On est dans ce qu'on appelle une nouvelle frontière. Effectivement, maintenant, il y a des choses qui vont... Il y a des réalités qui vont entrer en ligne de compte alors qu'on sort d'une logique de l'électrique neuve. Ouais. On commence à vraiment rentrer là sur l'électrique du second marché. Et là, on est face à beaucoup d'inconnus. Pour en parler, on reçoit M. Pierre-Henry de l'Atelier Branché. Pierre-Henry, c'est un technicien, un formateur aussi, qui est spécialiste, je peux pas dire en véhicule en général, mais surtout, on voit beaucoup M. Henry là, faire des capsules et des formations pour les véhicules électriques, les véhicules hybrides. Pierre, bonjour.
Hey, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je veux commencer d'entrée de jeu à parler de l'article dans le Journal de Montréal, sur le site Internet du Journal de Montréal, qui a paru cette semaine à propos d'une transaction d'une automobiliste qui a acheté une Chevrolet Volt 2017 et la batterie était morte essentiellement. C'est quoi l'état des choses un peu avec la génération de ces batteries-là que tu vois? Parce que je sais que tu connais quand même ces véhicules-là. Puis je veux savoir un peu là, les inquiétudes, est-ce qu'elles sont fondées ou c'est quelque chose qui est unique là, ou c'est du cas par cas? Ben, c'est des véhicules qui vieillissent très bien, les Chevrolet Volt. Première, deuxième génération. C'est sûr que la rouille en dessous, ça a commencé à attaquer un peu là, le plancher, ce qui tient la batterie. Ouais. Les batteries, j'en ai vu à 400-500 000 km originales. Mais il y en a eu beaucoup sur la route. C'était populaire au Québec. Et oui, ils commencent à être vieilles, là, les 2012-2013. Là, on commence à avoir de plus en plus de problèmes. GM ont eu beaucoup de problèmes avec une pièce qui s'appelle le BSCM. C'est l'espèce d'ordinateur qui gère la batterie. Oui. Oui, on commence à avoir des troubles de cellules de temps en temps, mais c'est quand même des véhicules fiables normalement. Les prix des batteries ou de la conception de ces batteries-là a diminué beaucoup. Les connaissances, entre autres grâce à des gens comme toi, se répandent sur la réparation ou l'entretien des véhicules hybrides et de leurs batteries. C'est quoi un peu qui résonne dans l'entretien? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être réparé de plus en plus, ces batteries-là? Parce qu'on sait que dans les véhicules neufs, les constructeurs vont aller avec des modules, vont aller avec des façons qu'on peut ouvrir ces batteries-là pour assurer un peu l'entretien. Dans ce temps-là, j'imagine que c'était pas la mode, là. Ben, encore aujourd'hui, là, pour le vrai, ça, sérieusement, là, il y a des véhicules qu'on est capable d'avoir des pièces à l'intérieur de la batterie. On est capable de changer des cellules ou des groupes de cellules. Tandis que d'autres véhicules, c'est aberrant, le prix de la batterie qui vendent aucune pièce interne. Ouais. Si je donne l'exemple d'un Silverado, j'ai pas vu le prix de la batterie, mais j'ai pas accès à aucune pièce. Donc, une simple fusible ou un relais, et GM, c'est la batterie au complet. Ils ont parlé de faire un programme d'échange là à un montant raisonnable, qu'ils changeaient la batterie au complet, mais un montant, j'ai entendu, entre 1500 et 3000 $ pour une batterie complète. OK. Faut dire qu'ils sont encore garantis. Peut-être que ça va arriver, mais présentement, il n'y a absolument rien de disponible et ça devient de plus en plus dur à ouvrir l'intérieur d'une batterie. Ouais. C'est souvent scellé à l'uréthane et c'est comme très complexe. Oui, évidemment. Pour les gens qui sont sur le marché de l'occasion pour un véhicule hybride et électrique, un véhicule à essence, on ferait un test de compression sur le moteur, puis voir si ce moteur-là est en bon état, par exemple. C'est quoi les conseils qu'on donne aux acheteurs potentiels sur les tests ou les demandes là, à faire avant là, de signer pour la transaction d'un véhicule comme ça? C'est sûr qu'il faut aller voir un atelier branché il va inspecter la voiture puis qui va diagnostiquer la batterie. On a des appareils aujourd'hui qui sont capables de faire un test dynamique sur la route et il va être capable de diagnostiquer si la batterie est en santé ou pas. On va être capable de donner l'état de santé de la batterie. Okay. Et c'est sûr que ça va afficher beaucoup la valeur du véhicule puis si ça vaut la peine de l'acheter, là. Un peu la même chose avec une voiture accidentée, là. Si c'est une réparation de 20 000 sur une voiture accidentée, la première question, c'est OK, mais est-ce que la batterie est en santé? Est-ce qu'on peut continuer? Ouais. Est-ce qu'on peut faire les réparations ou après avoir réparé le véhicule, on s'est dit mais le véhicule ne vaut pas grand-chose parce que l'état de santé de la batterie. Ouais. Hey, on s'entend qu'une batterie de voiture électrique ou hybride là, devrait faire la vie du véhicule dans 98% des cas. Il y a comme une grosse crainte de ça, là, mais les moins bonnes batteries sont bonnes pour 1500 recharges et les meilleures sont bonnes jusqu'à 3000 recharges complètes. Ça veut dire que si on dit une voiture aujourd'hui est à peu près 400 km, donc une batterie qui a une chimie un peu moins bonne, si on peut dire, là, plutôt, est plus performante, mais moins bonne sur la durabilité, mais va faire 600 000 km. Ouais, la voiture va être mauvaise.
va être fini avant la batterie, là. Oui, c'est ça, parce que on entend les experts dans la composition des batteries, tout ça, on se dit, des fois, ça nous étonne que les batteries peuvent durer aussi longtemps, même dans notre climat, même avec les doutes là, qui planent sur l'industrie automobile. C'est juste que statistiquement, il y a eu plus en plus de ventes de véhicules électriques par exemple 2012 et 2020. Donc, statistiquement, les incidents de batterie qui sont plus bonnes avant qu'elles devraient vont arriver plus souvent, mais c'est un petit pourcentage, là. En plein ça, c'est la plupart du temps, la batterie est capable de faire la vie du véhicule au complet. Et l'autre chose que je voudrais rajouter, c'est que même dans la voiture à essence, ça serait important que les gens fassent vérifier parce que s'il y a des pièces qui se vendent pas, un moteur d'éco-diesel, c'est la base du moteur complet qui est 38 400 $. Une transmission de Mitsubishi RVR, vous allez jouer dans les alentours de 15 000 $ pour une réparation et c'est des voitures à essence. C'est que oui, c'est vrai pour une voiture électrique, vérifier l'état de santé de la batterie, mais c'est aussi vrai pour un moteur diesel ou un moteur à essence, là. Oui, exactement. Les prix peuvent être stratosphériques avec les moteurs à essence aussi. C'est juste qu'avec les moteurs électriques, pas les moteurs électriques, ça dure très, très, très longtemps, mais les batteries de véhicules électriques, des véhicules hybrides, c'est quelque chose que les gens connaissent moins. On dirait que c'est moins habituel. On les voit moins dans les ateliers. Donc, ça fait peur aux gens, mais ça devrait pas faire peur aux gens autant, là. Bah, c'est juste de la vérifier et oui, dans certaines occasions, on est capable de la réparer. Ouais. C'est pas toujours la batterie qui fait défaut, là. Faut vraiment apporter un diagnostic. J'ai vu souvent des concessionnaires, là, dire que c'est la batterie, mais en réalité, c'est le BECM ou c'est une partie d'une cellule qui fait défaut. Et on a des entreprises qui se spécialisent là-dedans, là. Il y en a à Trois-Rivières, il y en a à Québec. Ouais. Et puis, c'est assez impressionnant souvent comment on peut faire sauver de l'argent quand ces réparations-là arrivent, malgré que c'est pas fréquent. Est-ce que je parle de hybrides, par exemple, des modèles hybrides dans la génération qu'on voit, par exemple, de la Chevrolet Volt 2017, qui était le sujet de l'article dans le Journal de Montréal, dans cette génération-là, est-ce qu'il y a des modèles que tu dirais qui seraient à éviter parce que, justement, ils sont plus difficiles à réparer ou ils sont plus prompts à avoir des problèmes de batterie ou de module? Oh mon Dieu Seigneur, ben, je sais que la Chevrolet Volt, non, c'est quand même une bonne voiture à acheter dans l'usager, tout en la faisant inspecter. Dans les voitures hybrides, là, il y a quand même une fiabilité, là. J'ose pas dire un manufacturier. C'est sûr que Toyota vient en tête de liste côté fiabilité de la batterie. Ouais. Il y a une technologie de batterie là au nickel hydreux métallique et puis pour le vrai, ça fait la vie du véhicule la plupart du temps. Ouais. Là, après ça, on est tombé dans les batteries au lithium pour avoir un peu plus d'autonomie et des hybrides branchables. Je pense que ce qu'il faut plutôt éviter, c'est quoi le type de comment on en prend soin de la batterie, la voiture comme telle. Une batterie, là, ça n'aime pas les moins 25 et ça n'aime pas les chaleurs extrêmes. Donc, il y a des systèmes de refroidissement. La batterie peut être climatisée dans bien des cas. Et puis, ben, ces systèmes-là doivent être en ordre et bien entretenus, là. Sur le marché, qu'on va dire dans le jargon atelier, là, le marché secondaire, le marché jobber, est-ce que il y a de plus en plus de manufacturiers de pièces du marché secondaire qui s'aventurent dans des pièces de remplacement maintenant? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il faut absolument tout le temps passer par le concessionnaire ou il y a du choix quand même dans les pièces de remplacement? Ah, ben, ça s'en vient de mieux en mieux, sérieusement, là. C'est sûr que quand on se retrouve avec un manufacturier qui n'a pas de volume, l'après-marché est comme pas intéressant à faire ces pièces-là. Ouais. Mais si on regarde Tesla, qui a quand même beaucoup de volume dans la voiture électrique, là, à peu près toutes les pièces, on est capable de les retrouver dans l'après-marché. Et souvent, c'est des pièces qui sont de meilleure qualité parce qu'ils ont réparé une problématique de la pièce. Je vois ça souvent dans l'après-marché, là. Ouais. Des pièces qu'on est capable d'avoir là, à moindre coût souvent. Oui, c'est ça, souvent. Et pour les véhicules à moteur thermique, c'est souvent le cas. On va avoir une marque qui a réglé un problème d'une composante qui est connue pour briser sur ce véhicule-là, que le constructeur n'a pas nécessairement mis dans ses plans de réparation parce que justement, c'est pas payant. Donc, ça va être réglé là, du côté du marché secondaire. Ah, ben ça, c'est qu'il y a beaucoup de manufacturiers qui sont comme frileux un peu à ouvrir les batteries et faire des réparations internes parce que
il y a du haut voltage, et bien sûr, il y a des procédures d'intervention. On ne peut pas n'importe qui jouer là-dedans. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans les batteries d'aujourd'hui. C'est qu'il il faut être connaissant et certifié pour jouer là-dedans. Il y a des procédures comme telles, mais on a 247 ateliers branchés qui ont été formés. En réalité, ces gens-là ont été formés pour être capables de diagnostiquer des batteries. Et certains d'entre eux, on les appelle les platines élites, mais eux sont équipés pour descendre la batterie, ouvrir la batterie et avoir l'équipement nécessaire pour changer des pièces. Parce que souvent, c'est une pièce interne de la batterie, mais on ne changera pas la batterie pour un capteur de température, une fusible ou un relais. On peut ouvrir la batterie et puis réparer ces pièces-là à l'intérieur de la batterie. Oui, évidemment. Donc, si on résume pour des acheteurs potentiels dans le marché de l'occasion, vérifier le véhicule comme vous vérifierez un véhicule qui est animé par un moteur thermique pour les accidents, l'historique, etc. Mais maintenant, pour des véhicules hybrides branchables et des véhicules électriques, on ajoute la vérification de la batterie et ça, c'est possible à travers des ateliers qui sont entraînés pour le faire. En plein ça. Puis sérieusement, c'est vraiment un bon test. Là. On est capable de voir l'état de charge, l'état de santé de la batterie. C'est des tests qui se font sur la route sous forte accélération. Ouais. Et on vérifie la dégradation des cellules dans la batterie. C'est qu'on est capable de dire là, si la batterie est en santé ou pas. Parfait. Pierre-Henri, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Puis je conseille à nos auditeurs d'aller voir, suivre Atelier Branché parce que Pierre nous fait des petites capsules techniques qui sont vraiment le fun, courtes et faciles à comprendre. Merci beaucoup pour ta contribution au Mon Automobile. Puis on va se reparler de ça. Il n'y a pas de trouble là. Salut, bye-bye. Merci. Merci. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un véhicule américain qui a un historique qui implique un peu la Nouvelle-France. C'est assez curieux. La Ford Falcon. Il serait très réducteur de ne ramener la Ford Falcon qu'à une voiture économique. Certes, c'est sa mission de départ, mais elle deviendra autre chose au fil du temps et servira de base à l'une des Ford les plus importantes de l'histoire, ainsi qu'à de nombreux autres modèles. Bon, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Ford a réalisé plusieurs tentatives de commercialiser un véhicule compact en Amérique du Nord. Effectivement, et toutes aboutiront à la même conclusion, le projet n'est pas rentable. Dans les années 50, la Volkswagen Beetle et quelques autres importées européennes commencent à se tailler une part respectable du marché, mais cela ne convainc pas les trois grands de Détroit de développer un véhicule compact. La récession de 1957-1958 va enfin mettre l'économie d'essence à l'ordre du jour chez les constructeurs américains. Chez Ford, un homme devra mettre tout son poids dans la balance pour que le projet aboutisse, Robert McNamara. Qui est Robert McNamara? Né en 1916, Robert Strange, c'est vraiment son deuxième prénom, McNamara, se distinguera durant le conflit mondial au contrôle statistique de l'armée. C'est son supérieur, Tex Thornton, qui suggérera d'entrer chez Ford à la fin de la guerre, après avoir lu dans le magazine Life que la compagnie était en difficulté. Thornton, McNamara et 8 autres de ses collègues sont engagés par Henry Ford II en 1946. Posant de beaucoup de questions, ils sont vite appelés les Quiz Kids, du nom d'une célèbre émission de télé de l'époque, avant de se renommer eux-mêmes les Whiz Kids, les enfants prodiges. McNamara monte rapidement dans les rangs de la compagnie et devient directeur général de la marque Ford en janvier 1955. Comme il le reconnaît lui-même, il n'est pas un amateur d'automobile. Ce qui l'intéresse, ce sont les chiffres, l'efficacité, la rentabilité. Très analytique et pragmatique, il est également très pieux et se sent guidé par une certaine responsabilité sociale. Dès 1956, il commence à militer pour une compacte Ford, moins énergivore. La légende raconte qu'il aurait mis sur un pamphlet d'église les données techniques préliminaires de l'auto durant un service. Voyant le papier, Donald Frey, alors ingénieur en chef pour les véhicules passagers et futur membre du comité Fairlane qui va créer la Mustang, lui demandera « c'est très bien tout ça, mais quel type de voiture voulez-vous » McNamara n'y avait pas pensé. Ah, ben là, la récession en 1957-1958 va chambouler les choses. Alors oui, tout à fait. Alors en plus de sceller le destin déjà difficile d'Edsel, marque à laquelle était farouchement opposé McNamara, cette récession va décider Ford de s'engager dans un programme de voitures compactes à la mi-57. McNamara veut un modèle simple, efficace, sans la moindre frivolité, pouvant accueillir 6 personnes et pas cher. Un bon moyen de réduire les coûts, c'est de réduire la quantité de matériaux utilisés.
C'est pour cela que l'ingénieur Frederick G. Owen va concevoir, sur un empattement de 109,5 pouces, une structure monocoque solide et simple, un point qui va avoir une grande importance pour la suite. Plusieurs designers travailleront sur des avant-projets en 1957, mais ce sont Gail Halderman et Don De La Rosa, assignés au programme au début de 1958, qui seront les principaux contributeurs. Le style est finalisé au printemps 58, et c'est aussi à ce moment-là que le nom Falcon est définitivement choisi, après quelques arrangements corporatifs avec Chrysler, qui avait déjà utilisé ce nom sur un concept. Enfin, Ford développera un tout nouveau 6 cylindres en ligne de 144 pouces cubes, 2,4 litres, pour ce véhicule. Quand est-ce que la Falcon est présentée? Le 9 septembre 1959, le nouveau modèle Ford est montré à la presse et il arrive en concession le 3 octobre suivant. Des 3 nouvelles compactes introduites par les Big Three en 1960, Rambler avait déjà annoncé l'American en 58 et Studebaker la Lark en 59, la Falcon est de loin la plus conventionnelle. La Chevrolet Corvair se distingue par son 6 cylindres refroidi par air installé à l'arrière et la Plymouth Valiant par des lignes quelque peu exubérantes. Bien en prendra à Ford qui, à la fin de l'année, montera sur la première place du podium avec 435 676 Falcon produites contre 250 000 Corvair et 194 000 Valiant. Au lancement, il n'y a que 2 modèles, berline 2 ou 4 portes. Les versions familiales, également en 2 et 4 portes, n'arriveront sur le marché qu'à la mi-décembre 1959. Au printemps 1960, une nouvelle version utilitaire est ajoutée, le Ranchero. Basé sur la formule des Utes australiens, le nom avait été introduit au millésime 57 et le modèle avait été produit jusqu'en 1959 sur le châssis des Ford pleine grandeur. Le Ranchero restera sur la base de la Falcon jusqu'au millésime 66, avant d'utiliser celle de la Fairlane à partir de 1967. La Falcon est effectivement une propulsion économique, pouvant réaliser jusqu'à 30 000 au gallon, mais la gamme 1960 n'est pas particulièrement étoffée. Un seul moteur de 90 chevaux, 2 boîtes de vitesse, une manuelle 3 rapports ou une automatique à 2 rapports, et une maigre liste d'options qui inclut radio, chauffage, pare-brise teinté, lave-glace et quelques ornements, dont les pneus à flanc blanc. Le groupe de luxe ajoute les entourages de vitres chromées, l'allume-cigare, les accoudoirs arrière, un volant blanc, des décorations de feu arrière et l'éclairage à l'intérieur à l'ouverture des portes. Pas de frein ou de direction assistée, pas de confort électrique. Tout cela manque de panache, mais les choses vont rapidement changer. Ouais, quand on demande juste pour avoir de l'éclairage à l'intérieur, Voilà. c'est ça. Les changements, ça va arriver, ça, grâce à des évolutions dans la compagnie Ford. Là. Alors, le 9 novembre 1960, Robert McNamara devient président de Ford, mais Henry Ford II reste le PDG de la compagnie. Cependant, il quitte Ford le 1er janvier 1961 pour devenir secrétaire à la défense du gouvernement Kennedy, poste qu'il occupera jusqu'en février 1968, avant de devenir président de la Banque mondiale. La Falcon, dans sa forme originale, vient de perdre son plus ardent défenseur, mais ce n'est pas, loin de là, la fin de l'histoire. Chez Ford, un nouveau joueur fait parler de lui, Lido Anthony Iacocca, dit Lee. Né en 1924 de parents italiens, il entre chez Ford en 1946 après avoir suivi des études d'ingénierie. Rapidement, il se tourne vers les ventes et le marketing qu'il sent être plus proche de son tempérament. Il se fait remarquer par la direction en 1956 grâce à sa campagne de production 56 for 56, des paiements de $56 pour acheter un modèle 1956. Cette campagne passera à l'échelon national. À partir de là, il monte rapidement les rangs pour devenir directeur général de la marque de Ford en novembre 1960. Iacocca, c'est un peu l'antithèse de McNamara. Instinctif, flamboyant, il aime le produit, il aime les voitures, il a du flair pour les goûts des consommateurs et il multiplie les versions et les options pour séduire les acheteurs et augmenter les profits. Au début du millésime 61, la Falcon évolue un petit peu. Gris convexe à la place de la grille concave de 1960, nouveau choix de couleur, apparition d'une rare version de livraison, la Sedan Delivery, et ajout d'une deuxième variante du 6 cylindres, 170 pouces cubes, 101 chevaux, alors que le moteur de base passe à 85 chevaux. C'est au printemps 1961 que l'on commence à sentir la touche Iacocca, tandis qu'un modèle est ajouté à la gamme, la Falcon Futura. Basée sur la 2 portes, dotée de sièges baquets avec une console centrale, d'une finition intérieure et extérieure de luxe et de 3 petites balles sur l'aile arrière, elle se veut une réplique à la Corvair Monza, un modèle lancé en mai 1960 et qui exploite une recette similaire. La Monza deviendra rapidement un gros vendeur dans la gamme Corvair et est souvent citée par les historiens de l'automobile comme l'élément déclencheur qui amènera à la création du segment des pony cars. Malgré une arrivée tardive, la Falcon Futura est bien accueillie avec 44 470 exemplaires produits. La D-Model 1962 connaît quelques changements significatifs. Les Deluxe deviennent des versions à part entière, une variante Country Squire
est ajoutée. Elle se distingue par ses côtés en faux bois. Le style est légèrement révisé, notamment avec l'ajout d'un dôme de capot. La liste des options s'allonge, y compris l'air conditionné. La Futura voit son équipement enrichi et bénéficie en plus de touches de chrome. Au milieu du millésime, la forme de son toit est revue, plus droite, et une boîte manuelle à 4 rapports fabriquée par Ford Angleterre est disponible en option. La production de ce modèle baisse à 17 011 exemplaires. Les Iacocca, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois qu'on parle de cet individu. Non. Il a eu ses mains un petit peu partout dans l'industrie automobile. Pendant plusieurs décennies. Oui, absolument. Ford a des grands plans pour la Futura en 1963. La gamme Falcon est scindée en 3 séries pour 1963. Les 2 bases, 2 variantes, les familiales, 5 variantes et Futura. Cette série comprend 6 variantes, y compris le nouveau cabriolet. À l'extérieur, on retrouve une nouvelle grille et à l'intérieur, une nouvelle planche de bord. La boîte manuelle à 4 rapports est offerte sur les familiales. Mais c'est en milieu de millésime, en février 63, que la recette Iacocca prend vraiment forme et que la Falcon va définitivement monter en gamme avec l'ajout d'un moteur V8 et l'introduction des modèles Futura Sprint en coupé ou en cabriolet. Le V8 est une version réalisée à 260 pouces cubes du 221 pouces cubes conçu pour la Fairlane, présentée en 1962, et utilisant des techniques de construction similaires aux 6 cylindres de la Falcon. Ici, il développe 164 chevaux, ce qui donne à la Falcon une petite aura de sportivité, notamment avec la boîte manuelle à 4 rapports. Aura renforcée avec les modèles Sprint, recevant de série échappement plus libre, suspension renforcée, plus gros frein, compte tour, volant sport, enjoliveur de roues à rayons et donc le V8. Là, nous sommes déjà loin de la vocation originale de la Falcon. D'autant qu'une Falcon Sprint se permettra de finir à la 2e place du rallye de Monte-Carlo 1964. Grâce à la Sprint, toute la base mécanique est là pour le bébé de l'Iacocca qui sera dévoilé le 17 avril 1964, la Ford Mustang. L'année 1964 marque le premier restylage profond de la Falcon. L'empattement reste le même, mais les dimensions augmentent très légèrement ainsi que le poids. Les lignes sont devenues plus anguleuses et la planche de bord est complètement revue. Le nombre de variantes évolue peu, mais les mêmes carrosseries sont offertes. Un nouveau 6 cylindres de 200 pouces cubes développant 116 chevaux est proposé en option pour les familiales et les modèles commerciaux. Pas de changement pour le V8. L'année suivante, 1965, de simples ajustements sont faits dans les listes d'équipements, mais ça bouge du côté des moteurs. Le 144 pouces cubes disparaît, le 170 pouces cubes devient le moteur de base, le 200 pouces cubes est disponible sur tous les modèles sauf la Sprint, et le V8 260 pouces cubes est remplacé par un 289 pouces cubes de 200 chevaux. Après le pic de 1961 à 497 166 exemplaires, les ventes commencent à baisser régulièrement. En 1965, on en est déjà à 233 641 exemplaires. À cela, plusieurs facteurs. La croissance est repartie de plus belle dans les années 60 et l'économie d'essence n'est plus au goût du jour. Et puis la Falcon souffre de la concurrence interne de l'intermédiaire Fairlane, reposant sur une plateforme allongée de Falcon et lancée en 1962, et de la Mustang. Évidemment. Mais l'aventure ne se termine pas là pour la Falcon et Ford, mais on réalise qu'on va faire un retour aux bases, là. Pour 1966, les Falcon et Fairlane sont redessinés simultanément. Mais cette fois-ci, c'est la Fairlane qui est développée en premier. Elle repose toujours sur la même architecture de la Falcon 60, mais elle est renforcée et sa baie moteur est conçue pour accueillir des gros blocs. Ensuite, la Falcon devient une Fairlane en version réduite. L'empattement passe de 109,5 pouces à 110,9 pouces ou 113 pouces pour les versions familiales. Les carrosseries cabriolet, hardtop et familiales de porte disparaissent. Le nouvel extérieur de la ligne plus souple, avec un petit décroché au niveau de la vitre latérale arrière. Il n'y a plus que 2 séries, 2 bases, en 2 portes, 4 portes et familiale 4 portes, et Futura, même variante avec en plus un coupé sport. Le choix des moteurs n'évolue pas par rapport à 1965, le 170 pouces cubes de base, 105 chevaux, le 200 pouces cubes de série sur les familiales et coupés sport, 120 chevaux en option sur les autres, et le V8 289 pouces cubes de 200 chevaux en option pour tout le monde. La Falcon a retrouvé ses racines économiques, mais les ventes baissent encore à 204 429 exemplaires. La production descend à 64 335 exemplaires en 1967, en grande partie à cause d'une grève dans les usines. À part l'ajout d'une variante de 225 chevaux du V8 et quelques ajustements esthétiques, le millésime 67 est assez calme. Une nouvelle grille avant, des feux arrière plus carrés et une planche de bord revue distinguent le modèle 1968. Le V8 de 225 chevaux et la boîte manuelle à 4 rapports sont supprimés et les moteurs restants voient leur puissance réduite de 5 chevaux. Un V8 de 302 pouces cubes,
4,9 litres, développant 220 chevaux, remplace le 289 pour 1969 et c'est à peu près tout. Car Ford se prépare au dévoilement d'un nouveau modèle d'entrée de gamme pour mars 1969, la Maverick. La Falcon vient faire une dernière apparition pour le millésime 70. Le 6 cylindres 200 pouces cubes devient le moteur de base et la version coupée sport est supprimée. La production du modèle est arrêtée en décembre 1969 après seulement 15 694 exemplaires pour laisser de la place à la populaire Maverick dont la gamme se développe. Mais là, il faut que tu nous parles du mystère du demi-millésime. Et oui, parce que le nom Falcon fait de la résistance. Pour une raison encore difficile à comprendre, il réapparaît en plein milieu d'année modèle 1970 pour remplacer la Fairlane 500, modèle de base de la gamme intermédiaire, maintenant dominée par la Torino. Disponible en 2 portes, 4 portes et familiale, elle peut recevoir des moteurs alluant du 6 cylindres en ligne de 250 pouces cubes de 155 chevaux au très bouillant 429 pouces cubes de 360 chevaux, 370 avec l'option Ramer. Elle ne restera sur le marché que 6 mois et sera produite à 67 053 exemplaires. À partir de là, c'est la fin définitive pour le nom Falcon en Amérique du Nord. Ouais. C'est quoi l'héritage de la Falcon? Qu'est-ce qu'elle a laissé au monde automobile? Bien qu'étant une simple voiture économique, la Falcon est l'un des modèles les plus importants de l'histoire de Ford. En plus d'avoir été produite tout de même à 2,85 millions d'exemplaires en Amérique du Nord, elle a connu le succès dans d'autres parties du monde. Sous sa carrosserie originale, mais régulièrement restylée, elle sera vendue en Argentine de 1962 à 1991. Ouais. En Australie, elle est produite et commercialisée dès 1960 et deviendra un grand succès local. Lorsque Ford USA arrêtera le modèle en 1970, les Australiens continueront de le développer pour leur marché. Et pas moins de 7 générations y seront fabriquées jusqu'en 2016. De plus, la structure monocoque de la Falcon a servi de base à de nombreux autres modèles nord-américains. Les premiers utilitaires Econoline, ainsi que les Fairlane, Torino, Maverick, Granada, Mustang et Ranchero reposeront toutes sur une version plus ou moins modifiée de la plateforme de la Falcon originale. Et ça, c'est sans compter les variantes Mercury et aussi même la Lincoln Versailles. Cela fait des millions et des millions de véhicules sur près de 20 ans. L'investissement initial sur une auto compacte à laquelle peu de gens chez Ford croyaient s'est avéré extrêmement rentable sur le long terme. Comme quoi, des fois, l'économie, c'est payant. Avant de terminer, j'ai fait une référence à la Nouvelle-France tantôt. Il y a un petit peu de Nouvelle-France dans la Falcon. Parle-nous donc du modèle spécial qui était fabriqué au Canada. Dès le début du développement de la Falcon, il est prévu une version pour la marque Edsel. Cette variante repose sur un empattement allongé et possède une esthétique un peu plus travaillée que celle de la Falcon. Elle doit être lancée en même temps que cette dernière. Mais le 19 novembre 1959, Ford annonce la disparition complète d'Edsel. Les plans sont modifiés et la compacte Edsel se retrouvera finalement chez Mercury avec un lancement en mars 1960 sous le nom de Comet. Et si on fait attention, on retrouve encore des feux arrière similaires sur la Comet 60, similaires à ceux de l'Edsel 60. Au Canada, afin de donner un modèle compact au réseau Mercury Meteor, la direction décide de créer une marque à part entière, séparée, Frontenac. La Frontenac se distingue par sa calandre, 2 grilles pointant vers un cercle de chrome central décoré d'une feuille d'érable, ses lignes chromées sur les ailes arrière, des feux arrière plus petits et des feuilles d'érable sur le couvercle de malle, les enjoliveurs de roues et le volant. Ben oui, toi. Tout le reste est du pur Falcon. Le calendrier de présentation suit celui des Falcon, modèle berline 2 et 4 portes en octobre et les familiales 2 et 4 portes en décembre. Le public canadien réagit bien. 9536 exemplaires sont fabriqués à l'usine d'Oakville en Ontario. En comparaison, Ford du Canada a produit 17 152 Falcon durant ce millésime. La Frontenac se permet même d'être mieux vendue chez nous que les Corvair et Valiant. Mais l'arrivée de la Comet rend la Frontenac redondante et la décision est prise de supprimer la marque après seulement 12 mois d'existence. Ouais. Aujourd'hui, c'est une véritable rareté. C'était une marque à part entière. Absolument. La Frontenac, c'était pas une Ford Frontenac, c'était une Frontenac. Puis utilisé avec des brochures spécifiques, et aujourd'hui, c'est des véhicules qui sont absolument introuvables. Ouais. Moi, j'en ai croisé 3, une roulante et 2 épaves. Wow. That's it. Ici? Ouais. Ah oui, absolument. En plus, hein, c'est pas des collectionneurs d'ici.
Non, mais j'ai vu 2 épaves chez Mario Labrosse à Tremblant, et j'en ai vu une seule roulante en plusieurs années d'exposition de voitures anciennes. C'est malade. Merci Hugues pour cette chronique de voitures anciennes, ça Ford Falcon. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Hugues, il y a, je pense, un petit peu plus d'un mois de ça, j'étais allé à la présentation d'un nouveau modèle chez Infiniti. Infiniti qui fait partie du plan de réorganisation Vision 2026 chez Nissan. On en a parlé souvent avec Antoine ici, puis juste nous deux, qu'Infiniti... très difficile en ce moment, ça va pas bien. C'est la branche de luxe exclusivement en Amérique du Nord. On a 2 produits dans le catalogue, c'est-à-dire le QX60 et le QX80 à l'heure actuelle, jusqu'à là maintenant. Le QX65 se rajoute et c'est essentiellement un QX60 avec la carrosserie coupée. On a enlevé la 3e rangée, puis on veut ajouter très rapidement un utilitaire à 2 rangées dans le catalogue pour être capable de mettre le pied un peu dans les segments jusqu'à temps qu'on ait plus de produits différents chez Infiniti. Qui s'en viennent. Qui s'en viennent parce qu'on en a parlé dans le plan de réorganisation. On veut avoir une petite berline à 4 portes de 400 chevaux avec possiblement une transmission manuelle. Basée sur la Skyline. Basée sur la Skyline du côté de chez Nissan, évidemment. On veut aussi faire un peu comme Toyota puis prendre les utilitaires basés sur des châssis en échelle comme le Xterra, par exemple, et les décliner du côté de chez Infiniti avec des motorisations hybrides pour être capable d'avoir des véhicules qui se démarquent, là, essentiellement. Mais le premier véhicule de cette vision-là, c'est le QX65, qui est le premier balbutiement qu'on prend. On faut faire avec ce qu'on a essentiellement. Pour le moment, oui. Côté design, là, j'adore Infiniti. J'ai toujours aimé ça, même s'il n'y a rien de novateur dans le design. Tu sais, la Q50, la Q60, les devantures, le look, c'est toujours... c'est subjectif, tu vas me dire, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais moi, je trouve qu'on se démarque très, très bien chez Infiniti. Le QX65 2027, je le répète, c'est un QX60. On a coupé la ligne à l'arrière, on a enlevé la 3e rangée. Alors, on peut le voir de 2 manières. Soit un QX60 avec bien des compromis, ou soit un nouvel utilitaire à 2 rangées dans le segment des utilitaires à 2 rangées. Les utilitaires coupés comme ça ont tendance à avoir une vocation plus sportive. Et chez Infiniti, on essaie de faire les 3 avec le QX65. On essaie de décliner un modèle QX60 de la meilleure façon qu'on peut. On veut faire rival à Lexus RX, par exemple, qui est très bien connu dans le segment, qui a plusieurs motorisations. On veut avoir un utilitaire à 2 rangées qui est là. Puis, aussi, on veut essayer d'être un petit peu sportif parce que les gens qui achètent des utilitaires coupés veulent avoir de la sportivité essentiellement parce que sinon, ça sert à quoi? Achète un QX60. Parce que ils veulent avoir un utilitaire moins utilitaire. Exactement. Donc, écoute, je suis allé l'essayer. On a essentiellement sous le capot un moteur qui est... C'est le moteur à compression. Tu me regardes. Je le vois venir. On se connaît un peu. La transmission, la variation du taux de compression possible avec ce moteur-là qui a été introduit dans le QX50 initialement. Un moteur sur papier qui est exceptionnel là, sur papier. Sur papier. Parce qu'on est capable de faire passer le taux de compression de 8:1 à 14:1. Alors, ça donne sur papier le meilleur des 2 mondes entre la performance, taux de compression très bas, on est capable d'augmenter la pression du turbo pour faire de la performance. Et taux de compression très haut à 14:1, on peut cruiser sur l'autoroute et utiliser un minimum de carburant. Voilà. On l'a vu dans le QX50, on l'a vu dans le Rogue parce que c'est une variation de ce moteur-là. C'est la même technologie. C'est la même technologie, mais c'est pas le même moteur, mais c'est la même technologie. Puis on a vu que, la performance, elle est correcte, mais l'efficacité, elle est correcte aussi. Donc, ça n'a pas été une révolution. Puis, on a eu quelques petits problèmes aussi, des bobos, des rappels, etc. Donc, c'est le seul moteur disponible. Ça développe 286 chevaux, 268 chevaux, 286 livres-pieds de couple. Évidemment, c'est pas un moteur qui fait une sonorité exceptionnelle. C'est pas un moteur qui est une vocation sportive. Alors, chez Infiniti, on a cru bon mettre une petite
aide dans les haut-parleurs du véhicule pour être capable de donner un peu plus d'expérience de conduite. On appelle ça tricher. Ce moteur-là a un calibrage qui est spécifique, qui n'augmente pas sa performance, mais qui augmente sa réponse dans l'accélérateur, qui réétage la transmission à 9 rapports, qui est jumelée au rouage intégral. Donc, on a des rétrogradations et des changements de vitesse qui sont un petit peu plus enthousiastes. Okay. Et tout ça sur une trame sonore un peu simulée, si on veut. Un petit peu boostée. Ouais, un petit peu boostée. Alors, pour te dire que la réponse, oui, absolument. Dans les accélérations, le moteur répond, je vais te dire, quand même, avec beaucoup d'enthousiasme. On a changé ça dans le calibrage de la pédale. Souvent, ce calibrage-là vient avec une consommation de carburant qui est un petit peu plus élevée. Mais la transmission, ça chiffre plus vite, etc. Mais la sonorité, je peux dire une affaire un peu exagérée. On garde ça en mode normal parce que en mode confort, là, je pense, en mode sport, on a encore une sonorité qui est encore plus élevée. Et là, ça sonne comme... C'est plate que j'ai pas une trame sonore, mais tu sais, c'est comme très enthousiaste. Donc, c'est quelque chose que j'ai noté. On veut essayer de donner une vocation sportive à ce véhicule-là, avec raison, mais c'est un peu trop simulé. Ouais. Heureusement, ce sont des choses qu'on peut changer par des programmations, ce sont des choses qu'on peut changer par... J'ai hâte de voir dans le public, là, nos lecteurs, s'ils font l'achat de ce véhicule-là, puis ils l'essayent, puis voir c'est quoi exactement l'hésitation, la sonorité, comment qu'on vit ça dans ce véhicule-là, parce qu'à la fin, c'est un 2 litres turbocompressé. Il ne faut pas réinventer la roue. Bon, à l'intérieur... Confort, un QX60, c'est confortable, un QX65, c'est aussi confortable. Une sellerie qui se démarque là, sur ce plan-là. Pour les longs trajets, on a une bonne rétroaction dans le volant, une bonne réponse, une bonne communication avec le volant. Ce que j'ai aimé, donc si on parle de sportivité, ce n'est qu'un des volets, mais c'est important. Puis, beaucoup de commandes manuelles, de levier, commandes physiques, etc. dans l'habitacle. Donc, rien à redire pour cet habitacle-là. Côté confort, c'est là. Donc, c'est à se demander où est-ce qu'on s'en va avec le QX65 parce que justement, avec des utilitaires coupés, il vient des compromis. Alors, si on compare quelqu'un qui regarde, ben moi, je veux un QX60, mais je veux la version coupée parce que je trouve ça cool. Ben on va voir que, par exemple, au dégagement de la tête, à la deuxième rangée, on a 15 mm en moins. Côté volume de chargement, c'est extraordinaire comme volume de chargement. Ça se compare ou ça dépasse certains rivaux dans le segment. Par contre, si on le compare à un QX60, en arrière de la deuxième rangée, avec la troisième rangée rabattue, on perd environ 160 litres. Donc, c'est quand même assez considérable. Et puis, la manière que la ligne de toit coupe, ben c'est sûr qu'il faut penser notre chargement en fonction de ça. Donc, si on compare avec un QX60, il y a des compromis. Mais si on compare avec un Lexus RX, go, c'est bien dans ce segment-là. Donc, ça revient à ce que je dis depuis le début, c'est qu'on essaie de rivaliser avec quoi, exactement, un peu surtout. Puis aussi, une dernière affaire, le QX65 est plus pesant que le QX60, même avec la troisième rangée enlevée. On pèse environ, là, je pense, c'est 40 kilos de plus selon la variante. Les roues sont plus grosses, on a des 21 pouces, c'est plus de poids non suspendu, mais aussi toute l'armature pour faire le gros haillon à l'arrière a été modifiée parce que le haillon est complètement différent, donc on a à peu près une quarantaine de kilos de plus là, avec les équipements et cette espèce de structure-là qui est changée. Donc, pour les gens qui magasinent dans ce segment-là, si vous magasinez dans le segment des utilitaires à 3 rangées, mais vous aimez quand même le QX65, puis vous n'avez pas besoin de la 3e rangée, ça peut être bien sur certaines facettes. Si vous magasinez dans les utilitaires de luxe à 2 rangées, mais vous aimez la capacité le volume de chargement, le QX65 va vous l'offrir parce que c'est essentiellement un utilitaire à 3 rangées où est-ce qu'on a enlevé la 3e rangée. Donc, vraiment, regardez les spécifications et si le QX65 vous va sur les spécifications, c'est un véhicule qui est confortable. On n'a pas de prix encore. Oui, ça, c'était la grosse question. J'ai hâte de voir. Ben oui, parce que souvent, les utilitaires coupés, les versions coupées d'utilitaires sont plus dispendieuses. Mais là, qu'est-ce qu'on va adopter comme stratégie? Est-ce qu'on veut rivaliser avec les utilitaires à 2 rangées qui sont coupés, mais qu'on veut pas avoir un prix plus élevé qu'un QX60
parce que justement, le QX65... Il y a peut-être une opportunité à explorer devrait être l'entrée de gamme, parce que justement, c'est celui à 2 rangées, ou peut-être le QX60 va... En tout cas, chez Infiniti, là, on a beaucoup de travail à faire là-dessus avec les nouveaux modèles, et puis ben ça va être un facteur vraiment déterminant là, pour ça. Donc, vraiment, quelque chose à voir du côté du QX65. Évidemment, il y a des rumeurs, vous les avez probablement entendues, qu'on aurait peut-être un 6 cylindres plus performant dans le QX65, éventuellement, rien de confirmé par la compagnie, mais ça pourrait soit déplaire les gens qui aiment un utilitaire confortable, pas trop cher, qui est gros comme un utilitaire à 3 rangées puis qui a besoin de volume de chargement. Mais ça va déplaire à des gens qui cherchent la performance dans un utilitaire coupé. Donc, une espèce de produit qui se situe un peu dans le milieu de tout. Et puis, ben, c'est à l'image d'Infiniti à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est quoi? On c'est a quoi, hâte d'entendre parler des nouveaux produits bâtis, montés sur les châssis en échelle, et la petite berline que j'en parle. Et je vais en parler à toutes les occasions que j'ai à parler parce que moi, j'étais un gros fan de la Q50 et Q60 en modèle coupé. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer chez Infiniti. QX65, c'est juste un autre utilitaire, mais on a hâte de voir là, les prochains produits. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, Hugues. On va se revoir la semaine prochaine. Probablement, je pense, avec Antoine, justement, qui va venir nous rejoindre pour parler de plus d'actualités automobiles et d'essais. Merci d'avoir été avec nous. Bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.